Mesdames, Messieurs, installez-vous. Ce que nous initions aujourd'hui n'est pas une simple écoute. C'est une expérience de décompression métaphysique radicale. Dans un siècle qui nous condamne à l'extériorité perpétuelle, dans une époque qui nous somme d'être partout à la fois, d'être perpétuellement branchés, d'être disponibles pour tous à chaque seconde, nous allons faire exactement le contraire. Nous allons fermer les écoutilles. Nous allons cultiver l'art de la disparition souveraine. Nous allons parler de la solitude. Mais définissons d'abord nos termes, car la clarté est la politesse du philosophe et l'élégance du penseur. Le mot solitude, du latin solitudo, a été trop longtemps confondu avec la déréliction. Ce que nous cherchons ici, ce n'est pas l'absence d'autrui, c'est la présence à soi. C'est ce que la phénoménologie nomme l'ipséité. Ce terme crucial vient du latin ipse, qui signifie soi-même. L'ipséité n'est pas seulement le fait d'être une personne, c'est la capacité de se reconnaître comme l'auteur de sa propre vie, d'être le soi qui demeure stable sous le flux des changements. Apprivoiser sa solitude, c'est donc passer de la simple existence, ce fait brut de respirer parmi les hommes, à l'ipséité souveraine. Nous allons évacuer les remèdes habituels. Nous ne sommes pas ici pour parler de la famille comme remède, ni du couple comme refuge, ni des béquilles sociales que l'on s'invente par peur du vide. Nous allons regarder ce vide en face, jusqu'à ce qu'il nous révèle sa structure. Nous allons comprendre pourquoi celui qui fuit sa propre compagnie est, au sens ontologique, un exilé de lui-même. Nous allons construire ensemble ce que Marc Aurèle appelait la citadelle intérieure. Pourquoi ce titre, l'archipel intérieur ? Parce que l'homme n'est pas un bloc monolithique. Nous sommes une multitude d'îles. Il y a l'île de nos désirs enfouis, l'île de nos colères froides, l'île de nos mémoires d'enfance, l'île de nos aspirations les plus nobles. En société, nous ne montrons que le rivage le plus poli, celui où les bateaux des autres peuvent accoster. Mais la solitude apprivoisée est la mer qui relie ces îles. C'est le voyage que l'on fait d'une rive de soi à l'autre, sans témoin, sans juge et sans artifice. Apprivoiser sa solitude, c'est opérer ce que j'appellerais une réduction phénoménologique du bruit. C'est mettre entre parenthèses le monde extérieur pour laisser apparaître ce qui reste quand on a tout enlevé. Et ce qui reste n'est pas un néant. Ce qui reste, c'est une voix. Une voix qui ne demande qu'à être entendue, mais qui est constamment étouffée par le vacarme des divertissements. Le divertissement, au sens de Pascal, du latin divertere, c'est se détourner de. Se détourner de quoi au juste ? De notre propre finitude, de notre propre profondeur. Nous vivons dans une société de la diversion généralisée. On nous propose 1000 manières de nous quitter nous-mêmes. Aujourd'hui, je vous propose humblement de revenir. Le style de ce podcast sera celui de l'exigence. Nous ne ferons pas dans la psychologie de comptoir. Nous allons convoquer les plus grands architectes de l'esprit. Nous irons chercher chez Hannah Arendt
la structure du dialogue intérieur. Chez Donald Winnicott, la fondation du socle psychique. Chez Martin Heidegger, l'éveil à l'authenticité. Et chez Saint-Augustin, la splendeur des décors de la mémoire. Ce premier mouvement, qu'on peut qualifier d'ontologie du retrait, est le plus difficile, car il nous demande de déconstruire nos réflexes. Nous avons été éduqués pour être des êtres sociaux. On nous a appris que la solitude était une punition. « Va dans ta chambre », nous disait-on. Nous allons transformer cette chambre de punition en un palais de liberté. Nous allons apprendre que la solitude n'est pas une soustraction d'autrui, mais une addition de soi-même à soi-même. Préparez-vous. Le voyage commence maintenant. Nous allons franchir le seuil. Quittez vos masques. Éteignez vos boussoles mondaines. Nous entrons à présent dans les eaux profondes de l'ipséité. Pour bâtir les murs de notre citadelle, nous devons d'abord procéder à un nettoyage sémantique rigoureux. Nous allons convoquer celle qui fut sans doute l'une des vigiles les plus lucides du XXe siècle, Hannah Arendt. Dans son œuvre testamentaire, La vie de l'esprit, ainsi que dans ses réflexions sur la responsabilité personnelle, Arendt opère une distinction qui est une véritable délivrance épistémologique pour quiconque se sent perdu dans le silence. Elle nous rappelle que l'être humain est le seul animal capable de se dédoubler par le simple exercice de la conscience. Mais attention, elle sépare radicalement deux états que nous avons la fâcheuse tendance à amalgamer: la loneliness et la solitude. Le terme anglais de loneliness, que nous traduirons ici par l'isolement, est une pathologie de la présence. C'est l'état de l'individu qui, privé de la compagnie des hommes, se retrouve également déserté par lui-même. Dans l'isolement, le jeu est un bloc de silence stérile, une unité morte, un roc qui ne résonne plus. C'est l'expérience du banni qui, ne sachant plus comment se parler, finit par ne plus exister à ses propres yeux. Dans la loneliness, on est seul, mais on est surtout sans soi. C'est un vide qui aspire, une déréliction qui nous laisse vulnérables aux courants les plus sombres de la masse. À l'opposé, la solitude, au sens noble, est ce qu'Arendt définit par une formule, devenue célèbre, le deux en un. C'est ici que l'élégance de la pensée rencontre la profondeur de l'être. Qu'est-ce que ce deux en un ? C'est le miracle de la réflexion. Le mot réflexion, si l'on revient à sa racine latine, reflectere, signifie littéralement se courber en arrière. En solitude apprivoisée, mon esprit se couche en arrière pour se regarder. Je ne suis plus un, je suis deux. Il y a le je qui interroge et le moi qui répond. La solitude est donc un dialogue permanent. On n'est jamais moins seul que lorsqu'on est seul de cette manière, car on est avec le seul partenaire dont on ne peut jamais, absolument jamais, divorcer. Arendt nous ramène à la source de la philosophie occidentale, Socrate. Socrate, cet accoucheur d'âme qui arpentait l'agora d'Athènes, disait une chose d'une force inouïe. Il vaut mieux être en désaccord avec le monde entier, être en opposition avec la multitude, que d'être en désaccord avec soi-même. Pourquoi cette exigence semble-t-elle si chic et si radicale ? Parce que ce soi-même
est le seul colocataire dont vous ne pourrez jamais vous débarrasser. Imaginez la scène. Vous pouvez fuir un ami ennuyeux. Vous pouvez quitter une famille étouffante. Vous pouvez éteindre votre téléphone pour échapper à un créancier. Mais quand vous rentrez chez vous, quand vous franchissez le seuil de votre chambre et que le silence s'installe, ce soi est là, il vous attend, il est votre témoin. Si vous avez agi avec lâcheté, si vous avez menti, si vous avez trahi vos propres principes, vous n'allez pas dormir seul. Vous allez dormir avec un lâche, avec un menteur, avec un traître. Et c'est là le drame de celui qui n'a pas apprivoisé sa solitude. Il a peur de rentrer chez lui, car il déteste son compagnon de chambre. Apprivoiser sa solitude, c'est donc s'assurer que l'on ait une bonne compagnie pour soi-même. C'est l'acte de naissance de la conscience morale. Pour Arendt, le mal n'est pas seulement le fait de monstres, il est le fait de personnes qui ont perdu cette capacité au dialogue intérieur. C'est la fameuse banalité du mal. Eichmann, à Jérusalem, n'était pas un démon. Il était simplement quelqu'un qui ne se parlait plus, qui avait cessé d'être deux pour n'être qu'un rouage fonctionnel. La solitude est donc le rempart ultime contre la barbarie. Elle est l'espace où l'on cultive son propre jardin éthique. Dans ce deux en un, nous découvrons une forme de noblesse que le monde ne peut ni nous donner, ni nous enlever. C'est ce qu'on appelle l'autonomie, du grec autos, soi-même, et nomos, la loi. Être autonome, c'est se donner à soi-même sa propre loi, dans le silence de la réflexion. Le chic de la solitude de Arendt réside dans cette indépendance royale. Celui qui sait être seul est capable de juger. Juger, ce n'est pas répéter ce que dit la télévision ou les réseaux sociaux. Juger, c'est emmener un problème dans son deux en un, le soumettre au dialogue intérieur, et en ressortir avec une conviction qui nous appartient en propre. La solitude apprivoisée est la forge de l'individu. Sans elle, nous ne sommes que des échos. Avec elle, nous devenons des sources. Mais attention, ce dialogue demande de l'entraînement. Il demande de la patience. Il demande d'accepter le silence comme une matière première. Dans nos sociétés contemporaines, le silence est perçu comme une panne, comme un vide à combler d'urgence par une notification ou une musique de fond. Mais pour le solitaire souverain, le silence est le tapis royal sur lequel le dialogue intérieur peut enfin défiler. C'est le moment où les idées cessent d'être des concepts abstraits pour devenir des compagnons vivants. Hannah Arendt nous offre ici la clé de voûte de notre archipel. La solitude n'est pas une soustraction, c'est une scission créatrice. Elle est le moment où l'esprit s'éveille à sa propre multiplicité. Apprendre à être seul, c'est apprendre à être un bon hôte pour soi-même. C'est transformer son esprit en un salon de haute conversation, où la vérité est l'invité d'honneur. Après avoir compris avec Hannah Arendt que la solitude est un dialogue, il nous faut maintenant affronter une question plus redoutable encore. Pourquoi est-ce si difficile de rester seul ? Pourquoi fuyons-nous ce dialogue ? Pour répondre à cela, nous devons nous tourner vers l'un des sommets de la philosophie du XXe siècle, un penseur aussi complexe que fascinant, Martin Heidegger. Dans son ouvrage séminal de 1927, Être et temps,
Il nous livre une analyse chirurgicale de notre condition quotidienne. Heidegger nous explique que la plupart du temps, l'être humain ne s'appartient pas. Il vit dans ce qu'il appelle la déchéance ou la chute dans le monde. Mais attention, ce n'est pas une chute morale, c'est une chute ontologique, de l'être. Nous sommes tombés dans le domaine du on. Dans le domaine du on, la parole devient bavardage. Le bavardage ne cherche pas la vérité, il cherche la communication pour la communication. C'est l'ancêtre philosophique de nos fils d'actualité infinie. On parle pour ne rien dire, mais surtout pour ne pas entendre le silence, car dans le silence, le on s'effondre, et c'est là que commence la solitude apprivoisée. Apprivoiser sa solitude pour Heidegger, c'est accepter l'angoisse. Ici, il faut être très précis. L'angoisse n'est pas la peur. La peur a toujours un objet. J'ai peur d'un chien, j'ai peur de perdre mon emploi. L'angoisse, quant à elle, n'a pas d'objet. Elle est ce sentiment étrange où le monde, tout à coup, perd son sens. Les objets ne sont plus des outils, les conventions ne sont plus des lois, et le « on » ne peut plus nous protéger. Pourquoi est-ce un moment de solitude souveraine ? Parce que dans l'angoisse, le monde devient étrange, ce qui signifie littéralement hors de chez soi. Et c'est précisément quand nous ne sommes plus chez nous, dans les conventions sociales, que nous pouvons enfin devenir chez nous, en nous-mêmes. L'angoisse nous ramène à notre finitude. Elle nous rappelle que nous sommes des êtres pour la mort. Cela peut sembler d'un pessimisme radical, mais c'est en réalité le comble de l'élégance existentielle. En acceptant de regarder notre propre finitude en face, sans le masque du « on », nous cessons d'être une fonction interchangeable. La solitude devient l'espace de la résolution. C'est le moment où le Dasein, l'être là, c'est-à-dire nous, s'arrache à la masse pour se réapproprier sa propre vie. La solitude est le prix de l'authenticité. Elle est ce qui nous rend notre nom propre. Heidegger va même plus loin. Il nous enseigne que le silence est un mode de la parole. Pour pouvoir dire quelque chose de vrai, il faut savoir se taire. Celui qui ne sait pas se taire est incapable de parler. Il ne fait que produire du bruit. Le solitaire souverain est celui qui cultive le silence comme une réserve de sens. Apprivoiser sa solitude selon Heidegger, c'est donc opérer une déconnexion volontaire du bavardage universel. C'est accepter que l'existence soit un fardeau, mais un fardeau magnifique, car c'est le nôtre. C'est passer de la dispersion à la concentration. Imaginez un rayon de lumière. Dans le « on », la lumière est diffuse, elle n'éclaire rien vraiment. Dans la solitude apprivoisée, la lumière devient un laser, elle perce l'obscurité de l'habitude. Cette solitude-là est une veille. Le solitaire est le veilleur de l'être. Il est celui qui reste debout quand tous les autres donnent dans le confort des opinions toutes faites. C'est une posture qui demande un courage immense, mais qui offre une récompense sans prix. La sensation pure d'exister, libérée des chaînes de la conformité. Nous voyons donc se dessiner une transition vers notre prochain chapitre. Si la philosophie nous demande cet arrachement héroïque, comment notre psychisme peut-il le supporter ? Comment passe-t-on de la panique du vide à la solidité d'une citadelle ? Pour le comprendre, il nous faut quitter les forêts de Heidegger, pour entrer dans la chambre d'enfant de Donald Winnicott, car la capacité d'être seul n'est pas qu'un choix philosophique,
c'est une structure qui se construit brique par brique. Nous avons établi, avec la rigueur d'Arendt et de Heidegger, que la solitude est une exigence de l'esprit et un réveil de l'être. Pourtant, un constat s'impose. Nous ne sommes pas égaux devant le silence. Pour certains, la perspective d'une soirée sans écran et sans témoin est une promesse d'extase. Pour d'autres, c'est une menace d'effondrement psychique. Pourquoi cette injustice ? Pourquoi le vide est-il pour les uns une matrice et pour les autres un gouffre ? Pour résoudre cette énigme, nous devons quitter les sommets de l'ontologie pour entrer dans la chambre d'enfant d'un génie de la psychanalyse britannique, Donald Winnicott. Pédiatre et analyste, Winnicott a observé des milliers de nourrissons et de mères. En 1958, il publie un article révolutionnaire, un joyau de finesse intitulé « La capacité d'être seul ». La thèse de Winnicott est un paradoxe d'une élégance absolue. Il affirme que la capacité d'être seul, la vraie, celle qui est féconde, ne s'acquiert que par l'isolement. Elle repose fondamentalement sur l'expérience d'avoir été seul, en présence de quelqu'un d'autre. Imaginez la scène, d'une simplicité désarmante. Un enfant joue sur le tapis de sa chambre. Il est absorbé par ses cubes, par une peluche, par le mouvement de sa propre main. À quelques mètres de lui, sa mère est assise. Elle lit, elle coud, elle est simplement là. Elle n'intervient pas, elle ne sollicite pas son attention, elle ne l'interrompt pas par un compliment ou une directive. Elle est ce que Winnicott appelle une présence non intrusive. Dans ce moment précis, l'enfant vit une expérience métaphysique majeure. Il est seul, mais il est protégé par le cadre de la présence de l'autre. Parce qu'il sait qu'il est en sécurité, il peut cesser d'être aux aguets. Il peut cesser de surveiller l'environnement. Il peut, pour la première fois, se laisser aller à son propre geste spontané. Il peut explorer son monde interne, ses rêves éveillés, ses impulsions créatrices, sans craindre que le monde ne s'effondre. C'est ici, dans ce calme protégé, que se forge ce que Winnicott nomme le vrai self, c'est-à-dire le soi véritable. Que se passe-t-il lorsque cet enfant grandit ? Si cette expérience a été répétée, si la mère a été suffisamment bonne, ce concept célèbre de Winnicott, qui refuse la perfection pour privilégier la fiabilité, l'individu finit par introjecter cette présence sécurisante. La mère peut s'en aller physiquement, la capacité d'être seul demeure. Le solitaire souverain est celui qui emmène sa propre sécurité avec lui. Sa citadelle est transportable. Il peut être dans une chambre d'hôtel impersonnelle, à l'autre bout du monde, ou dans un appartement vide, au cœur d'une métropole bruyante. Pour autant, il ne se sent pas déshabillé par le silence. Pourquoi ? Parce que son vrai self est substantiel. Il s'est construit dans la paix d'une solitude qui n'était pas une déréliction, mais une autonomie conquise. À l'inverse, Winnicott nous éclaire sur le drame de celui qui fuit la solitude. Si l'enfant a dû, trop tôt, s'adapter au désir d'une mère intrusive, ou au contraire compenser l'absence d'une mère défaillante, il développe ce que Winnicott appelle un faux self. Le faux self est un masque de survie. C'est un radar ultra perfectionné qui scanne en permanence l'attente des autres. L'individu devient un expert de l'adaptation, un caméléon social brillant. Mais à l'intérieur, c'est le désert. Pour une personne dominée par le faux self, la solitude est terrifiante.
Pourquoi ? Parce qu'en l'absence de regard extérieur pour le valider, il a l'impression de disparaître. Sans le bruit des autres pour confirmer qu'il existe, il n'est plus rien. Rester seul revient pour lui à faire l'expérience du néant. C'est ici que naît cette addiction contemporaine à la connectivité. Nous cherchons dans le flux numérique cette présence de l'autre que nous n'avons pas su intérioriser. Apprivoiser sa solitude, d'un point de vue winnicottien, c'est donc entamer une véritable cure de son vrai self. C'est apprendre, à l'âge adulte, à s'offrir à soi-même cette présence non intrusive. C'est ce que j'appellerais l'élégance de la bienveillance solitaire. Cela commence par des gestes simples. Accepter de ne rien faire, de ne pas être productif, de laisser son esprit vagabonder sans culpabilité. C'est recréer ce tapis de jeu de l'enfance, où l'on est enfin libéré de l'obligation de plaire ou de répondre. La solitude apprivoisée est le laboratoire où l'on répare les fissures de son socle psychique. Elle est le moment où l'on passe de la réaction aux stimuli du monde, à la création de sa propre vie. Nous commençons à voir le dessin d'ensemble. Si Heidegger nous demande le courage de l'authenticité, Winnicott nous donne le matériau pour la construire. Mais il manque une dimension à notre archipel, une dimension qui relie le psychisme individuel aux forces universelles. Pour la découvrir, il nous faut quitter la chambre d'enfant pour les montagnes de la sagesse et la tour de pierre. Il nous faut aller à la rencontre de celui qui a fait de la solitude une alchimie. Je parle bien sûr de Carl Gustav Jung. Si Winnicott nous a appris que la solitude est une sécurité conquise sur l'angoisse du vide, Carl Gustav Jung va nous montrer quel est le théâtre d'une métamorphose. Pour le psychiatre suisse, le retrait du monde n'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique et spirituelle. Pour comprendre cela, il faut s'immerger dans son concept phare, celui qui donne tout son chic et sa profondeur à l'existence. L'individuation. L'individuation chez Jung n'est pas l'individualisme. L'individualisme est une boursouflure du moi, une volonté de se distinguer des autres par vanité. L'individuation, au contraire, est le processus par lequel un être humain devient ce qu'il est déjà en germe. C'est le passage de la fragmentation à la totalité. Et ce voyage vers le centre de soi ne peut se faire que dans la solitude radicale. Jung n'était pas un théoricien de salon. Il a incarné sa pensée dans la pierre. Au bord du lac de Zurich, il a construit sa tour de Bollingen, un lieu primitif, sans électricité, sans eau courante, où il fendait lui-même son bois et cuisinait sur un poêle à charbon. Pourquoi un homme de sa stature s'imposait-il ce dénuement ? Pour une raison chirurgicale, pour faire taire la persona. La persona, du latin persona, le masque de l'acteur, est ce vêtement social que nous portons tous. C'est le moi brillant que nous affichons aux sociétés, celui qui est compétent, poli, intégré. La persona est utile, elle nous permet de vivre ensemble, mais elle est un mensonge. Si vous restez trop longtemps dans votre persona, vous finissez par croire que vous êtes ce masque. La solitude apprivoisée est le moment où l'on retire son masque. C'est le moment où l'acteur rentre dans sa loge et se regarde enfin dans le miroir, sans le phare de la scène. La solitude est le laboratoire alchimique où l'on transmute ce plomb de l'inconscient en l'or de la conscience. Sans solitude, l'individu reste une persona vide, une marionnette des courants collectifs.
Le solitaire souverain, lui, est celui qui a eu le courage de descendre dans sa propre cave pour y allumer une lanterne. Il ne s'isole pas des hommes par mépris, il s'isole pour s'ajouter à lui-même. C'est ce que Jung appelle la conjonction des opposés. On devient enfin un, parce qu'on a accepté d'être plusieurs à l'intérieur. Voici l'élégance radicale du propos jungien. La solitude apprivoisée n'est pas une soustraction de la présence des autres. C'est une addition de notre propre présence. C'est le moment où l'ego, le petit moi conscient, abdique devant le soi, c'est-à-dire le centre de la totalité psychique. Dans cet état, le silence n'est plus un silence de mort, c'est un silence habité. On y entend les murmures de l'inconscient collectif, les échos des mythes, les rêves qui demandent à être décryptés. Jung disait d'ailleurs, « Celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde dedans s'éveille. » Apprivoiser sa solitude, selon Jung, c'est donc passer de l'état de somnambule social à celui d'éveillé souverain. C'est devenir un individu, au sens étymologique, indivis, celui qui ne peut plus être divisé, celui qui a trouvé son unité. Nous touchons ici au sommet de notre architecture psychique. Nous avons le dialogue d'Arendt, l'authenticité de Heidegger, le socle de Winnicott et la totalité de Jung. Mais pour que cette citadelle soit habitable, il lui faut bien une âme littéraire. Il lui faut une langue qui sache décrire ces paysages du dedans. Nous allons donc quitter la psychologie et la philosophie pour entrer dans la plus haute littérature. Nous allons franchir les portes des vastes palais d'un homme qui, il y a 16 siècles, a inventé la modernité du moi. Pour donner une âme et un style à notre solitude, pour transformer cette citadelle psychique en une demeure de haute lignée, il nous faut nous tourner vers un homme qui, au crépuscule de l'Antiquité, a opéré une révolution dont nous sommes encore les héritiers. Cet homme, c'est saint Augustin. En rédigeant ses Confessions vers l'an 397, il ne se contente pas de raconter sa vie. Il invente littéralement le genre de l'autobiographie. Et, avec lui, la notion moderne de sujet. C'est au livre 10 que se produit le basculement qui nous intéresse. Augustin délaisse le récit de ses fautes et de ses errances pour s'engager dans une archéologie de l'âme, d'une modernité foudroyante. Il cesse de regarder le monde pour sonder ce qu'il appelle l'immense caverne, ou plus élégamment, les vastes palais de la mémoire. Écoutez cette plainte sublime d'une justesse qui traverse les millénaires. Les hommes s'en vont admirer les cimes des montagnes, les vagues de la mer, le large cours des fleuves, le circuit de l'océan, le mouvement des astres, et ils se délaissent eux-mêmes. Par ces mots, Augustin signe l'acte de naissance de l'intériorité. Il nous invite à une véritable révolution copernicienne du sentiment. Pour lui, la solitude apprivoisée n'est pas un vide géographique, c'est une richesse architecturale. Il décrit l'esprit humain non comme une cellule étroite, mais comme un palais aux salles infinies, rempli de trésors, de souvenirs, de sensations et de vérités éternelles. Être seul pour Augustin, ce n'est pas s'isoler dans un coin, c'est se promener dans ses propres galeries intérieures. C'est découvrir que l'âme est une immensité qui dépasse, par sa profondeur, l'univers physique tout entier. Augustin utilise la solitude comme un instrument de forage. Il sonde ce qu'il nomme l'abîme de la conscience humaine. Et c'est là que le propos devient chic et profond.
Dans cet abîme, Augustin ne trouve pas seulement des souvenirs d'enfance ou des désirs refoulés. Il y trouve une présence. Sa célèbre formule « Tu étais au-dedans de moi, et moi j'étais au-dehors » résume tout le drame de celui qui n'a pas apprivoisé sa solitude. L'homme qui fuit la solitude est celui qui cherche la vérité à l'extérieur, dans le bruit, dans la fête, dans le regard des autres. Mais pour Augustin, la vérité, qu'il appelle Dieu, mais que nous pouvons appeler le sens ou l'absolu, n'habite que le silence du retrait. Apprivoiser sa solitude, c'est donc cesser de courir après des ombres extérieures pour s'asseoir enfin dans sa propre demeure. Le dedans devient un royaume souverain. Le solitaire n'est pas un banni du monde, il est le propriétaire d'un domaine dont la frontière est l'infini. Le style d'Augustin est saturé de métaphores spatiales. La solitude y est décrite comme une immense capacité. Ici, le mot capacité doit s'entendre au sens propre. La contenance d'un vase. Plus vous apprivoisez votre solitude, plus votre capacité d'accueil augmente. On ne se vide pas. On s'emplit de soi-même pour pouvoir, plus tard, accueillir l'essentiel. Cette solitude-là est d'une subtilité absolue, car elle ne demande rien à personne. Elle est une forme de richesse qui ne dépend pas des circonstances. Augustin nous enseigne que même dans les fers, même dans le dénuement le plus total, celui qui a construit ces palais de la mémoire reste un homme libre. Il possède en lui de quoi nourrir ses jours et ses nuits. La solitude est la garantie d'une vie qui ne s'éteint pas quand les lumières de la ville s'éteignent. Nous arrivons au terme de cette exploration augustinienne. Nous avons désormais notre architecture, les murs philosophiques d'Arendt, les fondations de Winnicott, l'alchimie de Jung et les palais d'Augustin. Mais il nous manque une dernière touche, une touche de modernité radicale pour comprendre comment cette solitude peut devenir une machine à ressusciter le temps lui-même. Pour clore ce premier grand mouvement, nous allons quitter l'Antiquité pour entrer dans la chambre de Liège du plus grand solitaire du XXe siècle. Nous allons à la rencontre de Marcel Proust. Pour clore cette architecture de l'ontologie du retrait, il nous faut franchir le seuil d'une chambre mythique, située au 102 boulevard Haussmann à Paris. Une chambre dont les murs sont tapissés de liège pour étouffer les rumeurs du monde, où les rideaux restent clos pour abolir la dictature du jour. C'est ici que Marcel Proust, s'isolant radicalement de cette vie mondaine qu'il avait pourtant tant aimée, a bâti la plus grande cathédrale littéraire du XXe siècle, à la recherche du temps perdu. Proust est l'archétype du solitaire souverain. Son retrait n'est pas une fuite, c'est une stratégie de forage. Il nous enseigne une vérité d'une élégance cruelle. Le moi qui va dans le monde, qui dîne en ville, qui brille dans les salons, est un moi superficiel. Ce moi-là gaspille son énergie en causerie. Proust définit la causerie comme une déperdition de l'âme, une dilution de notre substance dans les formules creuses de la politesse. Dans le dernier tome, Le temps retrouvé, Proust livre sa leçon finale. La vérité n'est pas la surface des choses. Elle est obscure et elle est enfouie en nous comme un gisement précieux. Pour y accéder, il faut ce qu'il appelle une ascèse. La solitude apprivoisée est ici l'instrument chirurgical qui permet de trancher les liens avec le présent immédiat pour descendre dans les profondeurs de l'être. Cette descente est une marque de respect envers sa propre profondeur.
Proust refuse de galvauder sa vie dans le bruit des autres. Il sait que pour déchiffrer le livre intérieur que nous portons tous, ce livre écrit en hiéroglyphes par notre propre existence, il faut un silence absolu. La solitude est le seul état où l'attention n'est pas distraite par le passage des passants ou le scintillement des apparences. C'est ici que se produit le miracle proustien. Dans la solitude de sa chambre, Proust ne se contente pas de se souvenir, il ressuscite. Vous connaissez tous, j'imagine, l'épisode de la Madeleine, mais analysons-la sous l'angle de la solitude. C'est parce qu'il est seul, parce qu'il a fait taire le vacarme social, que le choc d'un goût ou d'une odeur peut déclencher la mémoire involontaire. Sans solitude, la Madeleine n'est plus qu'un gâteau comme un autre. Avec la solitude apprivoisée, elle devient un portail temporel. Proust nous montre que seul dans son lit, l'homme est plus vaste que le monde. Il peut faire revenir Combray, Balbec, les jeunes filles en fleurs, non pas comme des souvenirs flous, mais comme des réalités vibrantes. La solitude proustienne n'est pas un manque d'autre, c'est une saturation de soi. C'est le moment où l'individu possède enfin sa propre vie, où le temps cesse de s'écouler comme du sable entre les doigts, pour devenir un monument d'art. Proust nous offre une leçon de dignité. Nous avons tous une œuvre à faire, même si ce n'est pas un livre. Notre œuvre, c'est la compréhension de notre propre destin. Et cette œuvre demande que l'on sache, à un moment donné, fermer la porte. La solitude apprivoisée est la reconnaissance que notre vie est un mystère qui mérite d'être sondé avec la plus grande des méticulosités. En quittant la chambre de Proust, nous avons achevé notre tour d'horizon des bâtisseurs du dedans. Il nous reste maintenant quelques minutes pour synthétiser ce premier mouvement et comprendre comment cette ontologie du retrait nous prépare à l'étape suivante, la puissance créatrice. Tout au long de ce premier mouvement, nous avons utilisé un mot qui doit maintenant résonner en vous comme une cloche d'argent, l'ipséité. Il est temps de définir ce terme avec une précision chirurgicale. En philosophie, on distingue la mêmeté, ce que je suis par mes caractéristiques immuables, mon état civil, mon ADN. De l'ipséité, ce que je suis par mon pouvoir de me rapporter à moi-même. L'ipséité, c'est ce soi qui n'est pas une chose, mais un acte. Apprivoiser sa solitude, c'est passer d'une identité subie à une ipséité conquise. C'est comprendre que notre être n'est pas une substance fixe, mais un dialogue permanent. La citadelle intérieure dont parlait Marc Aurèle n'est pas faite de pierre. Elle est faite de cette attention scrupuleuse que nous portons à ce dialogue. Habiter sa citadelle au quotidien, c'est d'abord pratiquer ce que j'appellerais l'élégance du refus. Dans une société de l'hypersollicitation, le premier acte de souveraineté est de savoir dire non au flux. Ce n'est pas un refus par misanthropie, mais par économie de l'âme. Si vous donnez votre attention à tout le monde, vous n'en aurez plus pour vous-même. Apprivoiser sa solitude, c'est créer des zones de silence radio. C'est accepter de traverser l'ennui. L'ennui est souvent le premier stade de la solitude. Il est ce moment inconfortable où, privé de stimuli, nous nous retrouvons face à notre propre vide. Mais comme le disait Heidegger, cet ennui profond est la porte d'entrée vers l'éveil. Si vous fuyez l'ennui par un écran, vous tuez l'ipséité dans l'œuf.
Si vous le traversez, vous découvrez que derrière le vide, il y a une présence. Il y a une dimension aristocratique dans la solitude apprivoisée. Le mot aristocratie vient du grec aristos, le meilleur, et kratos, le pouvoir. Le pouvoir des meilleurs, en somme. Mais l'aristocratie dont je parle est intérieure. C'est le pouvoir de la partie la plus noble de notre esprit sur nos impulsions les plus viles ou les plus banales. Être seul avec élégance, c'est traiter sa propre compagnie avec autant de respect que celle d'un hôte illustre. C'est ce que faisait saint Augustin dans ses palais de la mémoire. On ne s'affale pas dans la solitude, on s'y tient debout. On cultive ses pensées comme on cultive un jardin rare. On devient, pour reprendre l'image de Nietzsche, le propre accoucheur de son âme. Contre toute attente, cette ontologie du retrait est la meilleure préparation à la vie, avec les autres. Celui qui a peur d'être seul cherche chez l'autre une béquille, un miroir ou un oxylitique. Il utilise l'autre pour fuir son propre vide. C'est le début des relations toxiques et de la dépendance affective. À l'inverse, celui qui habite sa citadelle n'a pas besoin de l'autre pour exister. Il le désire par choix. La solitude apprivoisée est la garantie de la liberté dans la relation. En sachant que vous pouvez à tout moment rentrer chez vous, en vous, vous cessez d'être l'otage des attentes sociales. Vous devenez un sujet libre qui rencontre un autre sujet libre. La solitude n'est pas ce qui nous sépare des autres. C'est ce qui nous permet de ne pas nous perdre en eux. Nous avons maintenant les clés de la demeure. Nous avons conquis que le retrait est une force, que le silence est une parole, et que le soi est une conquête. Il nous reste quelques minutes pour conclure ce premier grand mouvement et ouvrir la porte vers un autre. Car une fois la citadelle bâtie, il s'agit d'entrevoir ce que l'on va y forger. Nous avons accompli le premier grand œuvre de notre archipel, la fondation de l'être. Si vous m'avez bien suivi jusqu'ici, vous ne regarderez plus jamais votre chambre vide de la même manière. Ce n'est plus un espace de 4 murs, c'est le laboratoire de votre ipséité. Nous avons appris, avec Hannah Arendt, que nous ne sommes jamais seuls, puisque nous sommes 2 en 1, engagés dans ce dialogue silencieux qui est la forge de notre honneur. Nous avons appris, avec Martin Heidegger, que la solitude est l'oxygène de l'authenticité, le seul souffle capable de dissiper la buée du « on » qui nous masque notre propre destin. Nous avons ancré notre sécurité psychique dans le paradoxe de Winnicott, comprenant que savoir être seul, c'est posséder en soi la mère éternelle, ce cadre bienveillant qui nous permet de jouer avec la vie. Nous avons découvert avec Jung que le retrait est une alchimie, une addition de toutes nos parts d'ombre pour atteindre la lumière de la totalité. Enfin, avec Augustin et Proust, nous avons compris que l'intériorité est une cathédrale de mémoire, un espace où le temps n'est plus un ennemi qui fuit, mais une matière que l'on sculpte. Mais attention, la solitude apprivoisée n'est pas une fin en soi. Si nous construisons une citadelle, ce n'est pas pour nous y emmurer. C'est pour y être enfin libres de produire ce que nous seuls pouvons produire. L'ontologie du retrait n'est que la préparation à l'ontologie de la création. Pourquoi avons-nous tant besoin de cette solidité intérieure ? Pour pouvoir, dans le mouvement suivant, affronter les vents de la création. Pour pouvoir être un peu ce Zarathustra, descendant de sa montagne, ou le poète recevant l'inspiration de l'ange. Sans cette assise, la création n'est que du divertissement ou de la répétition. Avec elle, elle devient une nécessité vitale.
Apprivoiser sa solitude est un acte de haute civilisation. C'est refuser de n'être qu'un consommateur de présence. C'est devenir un producteur de sens. Dans quelques instants, ce podcast va s'arrêter. Le silence reviendra dans votre pièce. Ce sera le moment de vérité. Ne vous précipitez pas sur votre téléphone. Ne cherchez pas à combler l'absence de ma voix par une autre distraction. Restez là. Écoutez ce silence. C'est dans ce silence que vous allez rencontrer ce nouveau compagnon qui était toujours là. Ce compagnon, c'est nul autre que vous. Regardez-le avec bienveillance. Invitez-le dans votre palais. Dites-vous bien que vous êtes seul. Dites-vous que vous êtes arrivé enfin chez vous. Osez être seul. Osez cette rencontre magnifique. Soyez le souverain de votre propre silence. Pour ma part, je vous souhaite bonne route, dans la clarté de votre ipséité reconquise. Et bien entendu, je vous dis à bientôt, en vous souhaitant une bonne écoute.